Vends ta voiture, Thomas ne remboursera pas son prêt tout seul, a lancé mon père sans même lever les yeux de son écran. Il venait de doubler mon loyer dans une maison que je possédais en secret. Je lui ai répondu, alors commence à faire tes valises, tu as 30 jours pour partir. J'ai remis l'avis d'expulsion devant une quarantaine d'invités, pendant une fête dans le jardin. Débarrasse-toi de ta voiture, a répété mon père sans quitter l'écran des yeux. La dette de Thomas ne va pas se régler toute seule. Je me suis figé en plein trajet vers le frigo, le jus d'orange encore dans la main. Qu'est-ce que tu viens de dire, ai-je demandé. Il m'a regardé comme si c'était moi qui exagérais. Ton frère essaie de construire quelque chose. Il est sous pression en ce moment. Et moi, je ne le suis pas, ai-je répliqué, sèchement. Ma mère, debout devant la cuisinière, a soupiré. Julien, tu as un bon travail. Thomas a juste besoin d'un petit coup de pouce. Ce mot encore, aide. Leur façon détournée de dire que je devrais lui donner de l'argent. J'ai refermé le frigo et me suis appuyé sur le plan de travail. Vous venez de presque doubler mon loyer, vous vous souvenez? Mon père a balayé l'argument d'un revers de la main. Tu paies toujours moins que la majorité. Très bien, ai-je dit d'un ton plat, doublons-le encore une fois et appelons ça de la charité. Ma mère a claqué la langue. Ne sois pas méchant. Thomas est ton frère. Oui, ai-je répondu, et il a aussi 32 ans. Il vit en bas, ne paie pas de loyer, et n'a pas eu de vrai boulot depuis 2 ans. Mais oui, pressurons-moi, moi. Un long silence pesant s'est installé. Mon père a continué comme si de rien n'était. Tu as toujours été bon pour gérer ton argent. Parce que je travaille, pensais-je. Mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Depuis la fin de mes études, je n'ai pas arrêté de bosser. Un emploi à temps plein, des missions en plus, pas de dettes, pas de vacances, pas de luxe. Ma voiture est entièrement payée. Mes économies sont le fruit de mes efforts. J'ai sacrifié mon sommeil, mes amis et tout équilibre de vie juste pour ne pas sombrer. Thomas, lui, a abandonné 2 écoles. Il s'est fait embobiner par un type qui vendait des rêves de crypto. Maintenant, il dit qu'il monte une boîte, mais il joue à la console jusqu'à 3 heures du matin et publie des citations ridicules sur Internet. Vous m'aviez dit que je pouvais rester ici 1 an, leur ai-je rappelé. Histoire d'économiser, de me poser. J'ai fait ça. Et maintenant vous augmentez le loyer et vous me demandez de vendre ma voiture pour Thomas. C'est ton frère, a répété maman comme si c'était gravé dans le marbre. La famille se soutient. Je les ai regardés tous les deux, puis j'ai souri, un rire bref. Je vais y réfléchir, ai-je murmuré. Mon père a hoché la tête, comme si tout était déjà décidé. Bien. Je savais que tu ferais ce qu'il faut. Je n'ai rien ajouté. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai fermé la porte et me suis assis sur le lit, le regard perdu vers le sol. Ils n'avaient aucune idée. Je m'étais déjà fait une idée. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Disons simplement que, le jour où Thomas devait briller, une petite surprise l'attendait. Pas vraiment celle qu'ils espéraient. Mais avant d'y arriver, tu dois savoir comment tout ça a commencé. Ce n'était pas juste une mauvaise conversation dans la cuisine. C'était des années de pression discrète. Moi qui donnais, eux qui attendaient toujours plus, jusqu'à ce que j'oublie ce que c'est de vivre pour moi-même. Le grand jour de Thomas n'était que l'étincelle. Le feu brûlait bien avant. Quand je suis revenu vivre ici après la fac, c'était censé durer 1 an. Faire des économies, trouver une stabilité, puis partir. C'est ce que papa avait dit. Ça fait 3 ans. Depuis, j'ai payé un loyer, acheté les courses, réparé ce qui cassait dans la maison comme les tuyaux qui ont pété et aidé maman à couvrir des frais imprévus sur sa carte bancaire, trop de fois pour les compter. Je ne me suis jamais plaint. Je croyais que c'était ça, être un bon fils. Mais ce qui a fini par me briser, c'est l'injustice. Thomas, mon petit frère, a passé 5 ans à se chercher, ce qui voulait surtout dire gaspiller de l'argent dans des loisirs inutiles et des projets voués à l'échec, toujours financés par quelqu'un d'autre. Maman disait qu'il avait juste besoin de temps. Papa me répétait, tu es l'aîné, Julien. Montre l'exemple. Mais aujourd'hui, ça veut dire quoi, montrer l'exemple? Je travaille 60 heures par semaine dans une hotline informatique. Thomas, lui, dort toute la matinée, et poste des selfies en mode bosseur acharné depuis le canapé. En 2019, il voulait lancer une boutique en ligne. J'ai payé pour la création de sa société et son abonnement au site. En 2020, il a changé d'avis et s'est tourné vers YouTube. Je lui ai acheté une caméra et un micro. Juste le temps que les revenus publicitaires tombent, m'a-t-il dit.
En 2021, il ne jurait plus que par les crypto-monnaies. Cette fois, je n'ai pas donné un centime. À la place, il a emprunté 22 000 € via un prêt personnel. Il a tout perdu en moins de 2 mois. Et maintenant, on attend de moi que je vende ma voiture pour l'aider à rembourser? Ce qui fait le plus mal, c'est que j'ai dit non. Et tout à coup, je suis devenu le méchant. Un soir, je suis rentré et j'ai trouvé mes parents assis à la table de la cuisine, comme s'ils m'attendaient pour me passer un savon. Thomas n'est pas comme toi, a dit maman. Il est plus sensible, a-t-elle ajouté. Toi, tu as un travail, un chemin tracé. Lui, il poursuit quelque chose de plus grand. Ah, pardon, ai-je dit. Il est allergique au CDI? Arrête d'être sarcastique, a tranché papa. Il fait des efforts. Mais la pression de la dette lui donne de l'anxiété. Alors qu'il mette sa console en vente, ai-je répondu. Peut-être que son stress diminuera s'il commence à faire un budget. Papa s'est levé. Plus de remarques, et plus de parasites. Vous avez doublé mon loyer alors qu'il ne paie rien, ai-je lancé. C'est la famille, a dit maman. Moi aussi, ai-je répondu. Silence. Juste des regards figés. À partir de ce soir-là, les choses ont empiré. J'ai commencé à remarquer les signes. Thomas commandait des plats avec la carte bleue familiale. Un colis à mon nom avait été ouvert à la va-vite, c'était un nouveau téléphone pro. Sa copine restait dormir presque tous les soirs. Elle mangeait notre nourriture, se moquait de moi parce que je faisais un budget et me traitait de coincé, simplement parce que je payais mes affaires moi-même. Puis est venu le point de rupture. C'était un dimanche. J'essayais de faire une sieste avant mon service de nuit. Thomas a débarqué dans ma chambre sans frapper. Et, il a dit, ton crédit est bon, non? Je me suis redressé. Pourquoi? Il a rigolé, comme si c'était évident. Je veux renégocier mon prêt. Je peux emprunter ton nom? J'aurai un meilleur taux. Je l'ai fixé en silence. Il continuait de sourire, comme s'il venait de me demander un morceau de pain. Tu veux que je sois co-emprunteur sur ton prêt? Juste pour un petit moment? Il a répondu, t'as un super crédit, y a aucun risque. C'est pas comme si tu l'utilisais. Aucun risque, vraiment? Je me suis levé, je suis passé devant lui sans dire un mot. Il m'a suivi. Attends, t'es en colère maintenant? Je n'ai pas répondu. Waouh, il a marmonné, tu te crois toujours au-dessus de nous, juste parce que t'as un peu de fric. Tu nous dois bien ça. Ce mot m'est resté dans la tête. Devoir. Qu'est-ce que je leur dois exactement? De m'avoir nourri quand j'étais enfant? De m'avoir élevé dans une maison où l'affection venait avec des conditions? Où les compliments n'étaient distribués que quand quelqu'un d'autre échouait encore plus? Ils n'ont pas élevé un être humain, ils ont élevé un portefeuille. Une source de financement silencieuse, sans droit, juste des obligations. Quelque chose s'est brisé en moi ce soir-là. Pour une fois, je n'étais pas fatigué. J'étais arrivé au bout. Je n'ai pas crié, je n'ai pas discuté. J'ai juste commencé à faire des plans, lentement, en silence. Parce que bosser dans la tech m'a appris une chose, le meilleur moyen de faire tomber un système, c'est de l'intérieur. Et ma famille, c'était ça, le système. Mon erreur avait été de croire que j'en faisais partie. Je n'étais pas un membre, j'étais la batterie qui l'alimentait. Et j'avais décidé de ne plus la recharger. Thomas avait un grand événement qui approchait. Il pensait que ce serait un moment excitant. Moi, j'avais autre chose en tête. 30 jours. Une enveloppe. Pas d'avertissement. Mais je vais un peu vite, tu comprendras. Le grand jour de Thomas devait être un moment énorme. Une fête pour lancer sa nouvelle marque. Il avait fait imprimer des t-shirts avec un slogan qui ne voulait rien dire. Il avait bricolé un kit promo avec Canva. Il avait invité tout le monde dans le jardin, comme s'il sonnait la cloche d'ouverture de la bourse. La veille au soir, papa m'a demandé si je pouvais l'aider à installer les enceintes. J'ai dit non. Tu viens vraiment pas, a demandé maman, debout dans l'encadrement de ma porte comme si j'étais puni. C'est ton frère, c'est ta mission. Va le soutenir, ai-je répondu. Elle n'a pas aimé, mais je m'en fichais. Ils avaient franchi toutes les limites. Moi, j'étais en train d'en poser une nouvelle. Une qu'ils n'auraient plus jamais le droit de franchir. Le matin de la réception, j'ai imprimé les documents, je les ai mis dans une enveloppe et j'ai relu chaque page 2 fois. La loi de notre région exige un préavis de 30 jours pour une expulsion légale. J'ai respecté chaque règle. Parce que si je devais brûler ce pont,
je voulais avoir les preuves en main avant midi. Thomas était déjà dehors, lunettes de soleil sur le nez, à crier des ordres comme s'il réalisait un film. Où est le son? Qui a préparé la musique? Aboyait-il dans le vide. Papa était près du barbecue, en train de retourner les brochettes. Maman alignait des flûtes à champagne en plastique sur une table pliante, comme si c'était une fête de célébrité. Moi, je suis resté à l'intérieur, à siroter mon café dans ma tasse où il y a écrit résolveur de problèmes, et j'observais le chaos à travers la vitre. Parfaitement approprié. J'ai attendu que tous les invités soient là. Attendu que Thomas se place au centre, micro à la main qu'on lui avait prêté, en train de parler fièrement de persévérance, de méritocratie, de dépassement de soi. Il disait que rien de tout ça n'aurait été possible sans son équipe. Je suis sorti au moment où les applaudissements commençaient. L'enveloppe en main, je me suis dirigé droit vers lui et je la lui ai tendue. « C'est quoi ?» a-t-il demandé en souriant. « Une surprise » ai-je dit. « T'as un mois. » Il a ri. « Un mois pourquoi ?» Papa s'approchait, l'air perdu. Maman s'est figée, son verre levé à mi-hauteur. « Pour partir ?» ai-je répondu d'une voix forte et assurée. Ma voix ne tremblait pas. La musique s'est coupée. « Tu plaisantes ?» a dit Thomas en ouvrant l'enveloppe. « Je suis sérieux » ai-je dit. « C'est un document légal. Cette maison m'appartient. Tu n'es pas un locataire. Tu es un problème. » Et j'ai fini de le tolérer. « Julien, qu'est-ce que c'est que ça ?» a aboyé mon père. « Tu ne peux pas. »« Je peux » ai-je coupé. « Et je l'ai déjà fait. Vous avez presque doublé mon loyer. Vous m'avez dit de vendre ma voiture pour régler ses dettes. Vous avez appelé ça l'équitable. Ce n'est pas le moment, a dit maman d'un ton sec. C'est exactement le bon moment, ai-je répondu. Parce que je veux que tout le monde entende ça. Je me suis tourné vers la foule voisin, famille, profiteurs. Pendant 3 ans, j'ai payé un loyer. J'ai couvert les charges. J'ai réparé les trucs qui cassaient. Pendant que tout le monde restait les bras croisés. J'ai acheté de la nourriture, pendant que Thomas achetait du matos pour des projets ratés. Je l'ai vu planter tout ce qu'il a essayé. Pendant ce temps, moi je devenais le plan de secours, le paillasson émotionnel, le distributeur automatique familial. Tu fais du cinéma, a encore dit mon père. Ah oui, ai-je répondu. Puis je me suis tourné vers Thomas. Est-ce que oui ou non tu m'as demandé la semaine dernière de signer un prêt pour une boîte que tu n'as même pas encore lancée? Thomas est devenu rouge. C'était juste une idée, a-t-il marmonné. Exactement, ai-je dit. Tu vis dans des rêves. Moi, je vis dans l'effort. Je suis ton frère, a-t-il crié. T'es censé me soutenir. Je l'ai fait, ai-je dit, glacé. Je t'ai aidé à devenir quelqu'un qui n'a jamais eu à assumer ses responsabilités. Mais ça s'arrête là. Maman a halté. Tu ne peux pas lui dire ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu veux dire comme vous me parlez à moi? Comme quand tu m'as traité d'égoïste parce que je voulais garder ma voiture? Comme quand vous me traitez comme une banque avec des jambes? Papa est intervenu. Tu humilies la famille. J'ai lâché un petit rire. Cette famille s'est humiliée toute seule. J'en ai juste fini de faire semblant que ce n'était pas grave. Les mains de Thomas tremblaient pendant qu'il dépliait la lettre. Tu peux pas me virer, t'es même pas le propriétaire. Si, justement, ai-je répondu en sortant mon téléphone. J'ai ouvert l'appli du prêt immobilier et j'ai montré l'écran à papa. J'ai acheté cette maison il y a 6 mois. Je suis le seul sur les papiers. Vous avez tous vécu ici à mes frais. Silence. Un silence total. C'était parfait. Tu n'as jamais rien dit, a murmuré maman. Vous n'avez jamais demandé, ai-je répondu. Vous vous êtes juste contenté de supposer que je porterais tout sur mes épaules. Je me suis retourné pour rentrer. Ah, et une dernière chose, ai-je ajouté en regardant par-dessus mon épaule. Personne ne me doit de loyer pour ce dernier mois. Vous avez 30 jours. Mais après ça, si vous êtes encore là, ce sera le shérif qui vous l'expliquera. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai fermé la porte derrière moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pu respirer. Après l'explosion dans le jardin, la maison est restée silencieuse. Personne n'a dit un mot le reste de la journée. Maman s'est retirée discrètement dans sa chambre, une canette à la main. Papa est resté figé à la table de la cuisine, comme un soldat coincé dans de vieux souvenirs. Thomas a claqué la porte si fort qu'un cadre est tombé du mur. J'ai monté la musique à fond, verrouillé ma chambre et j'ai fait la sieste la plus profonde de toute ma vie.
Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas fatigué. Je me sentais puissant. Mais ce calme n'a pas duré. Le 4e jour après avoir remis les papiers, je suis rentré et j'ai trouvé papa en train de fouiller mon courrier sur la table de la salle à manger. Il regardait des relevés bancaires, des fichiers de prêt et des documents légaux. Je n'ai même pas essayé de cacher quoi que ce soit. On essaie juste de voir quelles options on a-t-il dit calmement. Tu ne vas pas vraiment expulser ta propre famille, si? Je l'ai regardé et j'ai levé un sourcil. Ma famille, c'est ceux qui ont doublé mon loyer, m'ont demandé de vendre ma voiture et m'ont traité comme un distributeur de billets pour financer le rêve de start-up de Thomas. Ce n'est pas ce qu'on voulait dire, a-t-il marmonné. Cette maison, elle faisait partie de nous tous, au fond. Ah bon, vous êtes propriétaires émotionnels maintenant, ai-je répliqué, un rire sec dans la gorge. Il n'a rien répondu. À la place, maman est entrée dans la pièce avec une feuille pliée, qu'elle a posée sur la table comme une offre de paix. C'était un récapitulatif, courses, facture d'électricité, charge de la maison, tout ce que j'avais couvert pendant des années sans jamais me plaindre. Voilà ce qu'on te doit, a-t-elle dit doucement. On veut faire les choses correctement. Mais s'il te plaît, parle à Thomas. Mon visage s'est durci. Je vais le faire, ai-je dit. Mais pas en parlant. Ce soir-là, quelqu'un a frappé à la porte. Je pensais que c'était encore une nouvelle crise. Mais non. C'était Céline, l'ex de Thomas. Elle avait l'air différente. Plus calme. Comme quelqu'un qui venait d'échapper à quelque chose de toxique. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit en tenant un dossier. J'ai ouvert la porte sans rien dire. Il m'a dit que tu avais accepté de garantir son prêt, a-t-elle dit. Mais c'est faux. C'était moi au départ. Jusqu'à ce qu'il change les infos, il y a 2 mois. J'ai pris le dossier et je suis resté figé. Thomas avait usurpé mon nom, mes coordonnées, mon numéro. Il avait utilisé mon identité dans mon dos. Ma mâchoire s'est crispée. Il ne m'avait pas seulement menti à moi, mais aussi à la banque. Il a menti à tout le monde, a dit Céline. Même à lui-même. J'ai appelé mon avocat. On a examiné chaque détail. Chaque ligne falsifiée, chaque message truqué. Tu as un dossier solide, a-t-il dit. Fausse identité, usage frauduleux, possible escroquerie. Tout dépend de l'utilisation des fonds. Je suis resté devant l'écran, sidéré. Thomas n'avait pas emprunté mon aide. Il avait fait semblant d'être moi. Et personne, pas même mes parents, n'était intervenu. Le lendemain, je les ai tous rassemblés. Un dernier dîner. Ils sont venus, clairement mal à l'aise. Papa avait l'air raide. Maman tenait un mouchoir. Thomas évitait mon regard. J'ai posé le dossier au centre de la table. Pas besoin de dîner, ai-je dit. Thomas, tu as falsifié mon identité pour obtenir ton prêt. Maman a halté. C'est pas possible. Regarde les preuves, ai-je dit en poussant les pages vers eux. Mais, relevé, signature, tout vérifié par des experts. Thomas a bafouillé. Je voulais pas que ça aille aussi loin, j'allais expliquer. Non, ai-je dit. Tu comptais me laisser porter cette dette pendant que tu jouais au Start-Upé en sweat à capuche. Papa a essayé d'intervenir, mais je lui ai lancé un regard tranchant. J'ai déjà parlé avec un avocat, ai-je dit. Si Thomas n'est pas parti dans 10 jours, et que le prêt n'est pas annulé dans 1 mois, j'irai au tribunal. Le visage de Thomas s'est figé. Tu vas tout gâcher. Tu as déjà bousillé mon crédit, ai-je dit. Moi, j'essaie juste de me sauver. Ce soir-là, il est parti. Pas d'excuses. Pas d'au revoir. Il s'est évaporé comme un voleur à l'envers. Il n'a laissé derrière lui que les dégâts. Quelques jours plus tard, alors que je faisais du café, maman est entrée sur la pointe des pieds. Elle a posé une petite enveloppe à côté de ma tasse. À l'intérieur, il y avait un mot écrit à la main. On ne s'est pas rendu compte de tout ce que tu portais. On ne te demande pas pardon. Mais maintenant, on comprend. Je l'ai lu. Je l'ai replié. Et je n'ai rien dit. Pas encore. Et juste au moment où je croyais que tout s'était calmé, quelque chose d'autre est arrivé. Une lettre. Papier véritable. Sans expéditeur. C'était de Céline. Je sais que ça peut paraître soudain, écrivait-elle. Mais ma boîte a une ouverture à Boston. C'est un poste d'analyste système. Le logement est pris en charge. Tu en as sûrement assez de réparer les erreurs des autres. Mais cette fois, il ne s'agit pas de réparer qui que ce soit.
C'est ta chance, si tu es prêt à recommencer. Je me suis adossé et j'ai regardé la lettre. Boston. Une ville où personne ne me connaissait. Personne là-bas ne savait combien j'avais souffert, juste pour exister dans une maison que j'avais autrefois cru mienne. J'ai replié le papier et j'ai souri. Ils ont traité ma paix comme si elle était gratuite, alors j'ai repris tout le reste. Et maintenant, j'avais quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années, un choix. Et cette fois, c'était le mien. Même aujourd'hui, j'entends encore parfois les échos dans ma tête. Mon père, en train de fouiller des papiers en râlant pour attirer l'attention. Ma mère, utilisant le silence comme une arme. La voix de Thomas qui hurle depuis le couloir, « T'es censé être là pour moi. T'es mon frère. » Avant, ça me brisait. Maintenant, ça me rappelle pourquoi je suis parti. 2 semaines après la disparition de Thomas, la maison avait changé. Ce n'était pas paisible. C'était faux. Comme après un orage, quand le silence semble trop parfait. Mes parents faisaient semblant que tout allait bien. Mais on savait tous que non. Ils bougeaient autour de moi comme si j'étais une bombe à retardement. Chaque matin, j'entendais des chuchotements. Des murmures à propos des factures, des courses, de l'entretien de la maison. Toutes ces choses que je gérais avant, discrètement, à chaque fois. Mais cette fois, je les ai laissés se débrouiller. Pas par vengeance, mais parce qu'ils devaient ressentir ce que c'est, quand je ne suis plus là. 3 jours avant la date limite, je suis rentré et j'ai vu papa assis sur les marches. Il n'a pas crié. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air petit. J'essaie de louer un appart, a-t-il dit doucement. Ils veulent une preuve de revenu, un score de crédit, ça fait longtemps. J'ai hoché la tête. Tu vas y arriver. Il n'a pas insisté. Il n'a pas cherché à me culpabiliser. Il n'a même pas prononcé le nom de Thomas. C'était notre première vraie conversation depuis longtemps. Le jour où ils ont déménagé, maman m'a tendu une vieille enveloppe posée sur un plateau de nourriture. Ce n'est pas grand-chose, a-t-elle dit, mais c'est déjà ça. À l'intérieur, 320 € en espèces. Je ne les ai pas pris. Je n'en avais pas besoin. La nourriture est restée des semaines dans le frigo, intacte. Puis je l'ai jetée. Mais le geste, lui, m'est resté. Thomas n'a jamais repris contact. Pas d'excuses. Pas d'explication. Juste une nouvelle photo sur Instagram. Assis dans un espace de coworking, en train de taper sur un clavier. Toujours rien de concret. Toujours à poursuivre le même rêve. Il se disait maintenant coach en résilience. Résilie face à quoi? Le fait qu'on lui dise non. La publication a eu 8 likes. Je n'ai pas mis le 9e. Ça aurait pu être la fin. Mais 1 mois plus tard, un message est arrivé. C'était Laetitia, une connaissance de Céline. J'ai lu ton histoire sur Reddit, a-t-elle écrit. Ce que tu as fait a aidé plus de gens que tu ne le crois. Beaucoup d'entre nous ont un Thomas dans leur vie. On avait besoin de voir que quelqu'un pouvait se lever et gagner. J'ai lu son message 3 fois. Pas parce que j'en doutais. Mais parce que c'était la première fois que quelqu'un me voyait comme un battant. Pas comme le méchant. 2 semaines plus tard, j'ai fait mes valises. J'ai accepté l'offre à Boston. J'ai recommencé. Nouveau boulot. Nouvel appart. Plus de sensu. Plus de chantage affectif. Plus de discussions du type « tu devrais quand même aider Thomas » au dîner. Et pourtant, parfois, je m'attrape à ouvrir machinalement mon ancienne appli bancaire. À chercher de l'argent manquant. À attendre une autre urgence. Mais il n'y a rien. Juste mon argent. Ma vie. C'est là que j'ai compris, ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient ce que j'étais pour eux. Le fiable. Celui qui répare. Celui qui dit toujours oui. La machine à billets. Le parent non payé. Le plan de secours. Et quand j'ai arrêté de jouer ce rôle, soudainement, je suis devenu l'égoïste. L'ingrat. Le méchant. Mais maintenant, assis dans un café à Boston, l'ordi ouvert, le téléphone silencieux, je ressens enfin ce qu'il redoutait le plus, la liberté. J'ai soldé le prêt. J'ai vendu la maison. J'ai investi l'argent. Je garde une copie de l'avis d'expulsion dans un tiroir. Pas par rancune. Par rappel. Dire non n'est pas cruel. Partir n'est pas mal. Les limites, c'est vital. Les gens me demandent si ma famille me manque. Les fêtes, les repas, la proximité. Je leur dis la vérité, non, ma famille ne me manque pas.
Ce qui me manque, c'est ce que je croyais que la famille représentait. Ce que j'avais, c'était une dette émotionnelle, emballée dans une fausse affection. Une loyauté sous condition. Et ça, non. Ça ne me manque pas. Pas du tout. Si tu lis ceci, si tu es leur version de moi, le discret, le soutien silencieux, celui qui se sacrifie toujours, sache que tu n'es pas froid, ni brisé, ni dans l'erreur. Tu es juste épuisé. Et peut-être qu'il est temps de t'offrir enfin la seule chose qu'ils t'ont volée pendant des années, la liberté. Et voici la vérité. Personne ne m'avait dit que devenir le méchant dans leur histoire en valait totalement la peine. Si cela veut dire que, pour la première fois, je deviens enfin le héros de la mienne. Dans une époque où les liens familiaux sont souvent idéalisés, cette histoire nous ramène à une vérité plus dérangeante, parfois, les liens du sang étouffent plus qu'ils ne réconfortent. On grandit en pensant que la famille est un refuge, un lieu où l'on est aimé pour ce que l'on est. Mais trop souvent, elle devient un système, un contrat invisible, où certains donnent toujours, pendant que d'autres prennent sans jamais rendre. Aimer sa famille ne signifie pas tout accepter, tout supporter, tout sacrifier. À force de donner sans retour, on s'oublie. Ce récit n'est pas celui d'un frère cruel, mais d'un homme qui a décidé de se choisir. Il nous rappelle une chose essentielle, poser des limites, ce n'est pas trahir. Dire non, ce n'est pas être égoïste. Parfois, partir, c'est survivre. Et ce qu'on doit à sa famille, ce n'est pas son bonheur. C'est sa vérité. Parce qu'au fond, ce n'est pas la famille qu'on fuit, c'est la version d'eux qui ne nous voit que comme une solution.